Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur NeuroNup Academy. Alors aujourd'hui, nous sommes ravis de recevoir le docteur Juliette Hazard qui va nous parler de remédiation cognitive et d'addiction. Le docteur Juliette Hazard est médecin addictologue, nutritionniste et praticienne en mindfulness. Spécialiste en santé publique et médecine sociale, elle est actuellement addictologue et propose une approche dimensionnelle, intégrative avec un accompagnement personnalisé intégrant la téléconsultation. Elle est enseignante à l'Université de Lorraine et responsable du programme de communication au service du management de projet. Alors bien entendu, je vous invite à poser vos questions via le chat ou par mail. Le docteur Juliette Hazard se fera un plaisir d'y répondre directement via un article sur notre blog. Et en attendant que tout le monde se connecte, je vous propose une vidéo courte de présentation de NeuroNup. À tout de suite! Bonjour à toutes et à tous et merci de m'avoir invitée, pour intervenir sur cette session qui va être consacrée à la remédiation cognitive et aux pathologies, addictives. Alors avant de commencer, je tiens à vous informer que, afin de simplifier mon exposé, j'ai pas indiqué toutes les références bibliographiques dans mon support. Néanmoins, je suis à votre écoute si vous souhaitez, par la suite en savoir plus. Alors, je vais vous proposer, dans cet exposé, de décrire déjà les fréquences, la prévalence des troubles cognitifs, dans les pathologies addictives, voir un petit peu quelles sont les fonctions cognitives qui sont atteintes. Quelles sont ensuite les conséquences de ces troubles sur l'accompagnement des personnes avec des conduites addictives. Ensuite, nous aborderons les indications et les intérêts de la remédiation cognitive, en particulier en addictologie. Quelle place pourrait prendre cette remédiation en addictologie? Quels en sont les bénéfices? Et également, quels sont les leviers à une implantation pérenne de la remédiation cognitive par des solutions numériques? Alors, qu'en est-il de la prévalence des troubles cognitifs, dans les conduites addictives? Eh bien, cette prévalence, elle est élevée. Elle est élevée et toutes les substances, psychoactives, y compris certains médicaments psychotropes qui sont pris sur une longue durée, vont pouvoir causer des troubles cognitifs. À titre d'exemple, pour que vous ayez un petit peu quelques chiffres en tête, on estime, selon les études, que 50 à 70 des personnes qui sont hospitalisées pour des troubles liés à l'usage de la cocaïne ou du cannabis vont souffrir de troubles cognitifs et en particulier des troubles des fonctions exécutives, des troubles de la mémoire ainsi que des troubles de l'attention. Alors, les fonctions exécutives, ça fait référence en fait aux fonctions de direction, donc qui vont permettre lors de la réalisation d'une tâche, la mise en place des buts à atteindre, d'une stratégie pour y parvenir, le contrôle de sa mise en œuvre et des résultats. Donc, vous comprenez bien que les fonctions exécutives, elles vont être impliquées dans de nombreuses actions cognitives et elles présentent en fait, pour résumer, un caractère d'adaptation à la nouveauté.
Alors, à l'entretien, comment vont se caractériser les troubles de la fonction exécutive? Eh bien, sur le versant cognitif, vous allez voir chez ce patient des difficultés d'organisation, de planification des activités dans sa vie quotidienne, des difficultés également d'abstraction, de raisonnement ou encore de calcul. Et sur le versant plus comportemental, on va observer, des modifications comportementales qui peuvent prendre des expressions variées, avec une désinhibition verbale, un collectionnisme ou encore, par exemple, une apathie. Pour ce qui est des personnes ayant un trouble lié à l'usage d'alcool, un trouble lié à l'usage d'alcool, en fait, hein, donc c'est le nom, c'est la même chose qu'addiction à l'alcool, mais c'est le terme approprié, hein, qui est défini dans le DSM-5, donc qui classe, les différentes addictions. Et donc, pour ce qui est de l'alcool, eh bien, vous pouvez retenir à peu près la même variable, hein, c'est-à-dire, qu'on estime que 50 à 70 des personnes avec un trouble, lié à l'usage d'alcool vont avoir aussi des troubles cognitifs qui sont liés à cette consommation. Alors ces troubles cognitifs, évidemment, ils vont être d'allure et d'importance variable, hein. Il va pouvoir s'agir, d'altérations de la mémoire épisodiques qui peuvent être sévères, en particulier quand, ils sont associés à un déficit en thiamine, hein, la fameuse vitamine B1, et également des altérations de la mémoire épisodique. Alors la mémoire épisodique, c'est quoi? C'est la mémoire qui permet l'encodage, le stockage, la récupération d'informations qui sont personnellement vécues, et qui sont situées dans un contexte spatial et temporel. En fait, la mémoire épisodique, c'est celle qui permet un petit peu de voyager, mentalement dans le temps. Et ces troubles, de la mémoire épisodique, ils vont se caractériser à l'entretien par une désorientation temporo-spatiale. Ça peut également être une difficulté d'évoquer l'actualité, une difficulté à retracer le parcours personnel récent, des pertes d'objets, l'oubli de rendez-vous. La tendance également à répéter les propos ou encore à faire répéter les proches. Pour résumer, la mémoire épisodique, c'est la mémoire des événements de la vie dans leur contexte. Qu'en est-il du syndrome dysexécutif? Eh bien, ce syndrome, il va se caractériser par des troubles de l'inhibition, des troubles de la flexibilité et de la mémoire de travail, ainsi que par une baisse des capacités d'attention sélective et partagée, d'abstraction, de conceptualisation, de planification, de résolution de tâches et également visio-spatiale. La mémoire, de travail, elle a pour fonction de maintenir temporairement l'information, sous un format qui est facilement accessible pendant la réalisation de tâches cognitives diverses. Donc en fait, les troubles, de la mémoire de travail à l'entretien, bah, ils vont se caractériser par des difficultés du maintien temporaire d'informations. Donc, ça va se caractériser par des difficultés de compréhension des phrases longues, un petit peu la perte du fil, et des difficultés de calcul. Dans les troubles liés à l'usage d'alcool, hein, on a également la mémoire prospective, la cognition sociale et la métacognition qui peuvent être atteintes, hein. Alors la cognition sociale, c'est l'ensemble des processus cognitifs qui sont impliqués dans les interactions sociales, avec également la reconnaissance des émotions d'autrui, la théorie de l'esprit, hein, qui est le fait de comprendre les intentions d'autrui. On a souvent aussi les patients avec des conduites addictives qui souffrent d'alexithymie, avec une difficulté à identifier leurs propres émotions. Et pour la métacognition, bah, la métacognition, c'est la faculté cognitive qui va permettre à la personne de réfléchir sur comment il réfléchit. Alors, au vu de ces données, de ces résultats, on conçoit bien que les troubles cognitifs dans le trouble lié à l'usage d'alcool ont un impact délétère sur la qualité de vie et également sur la situation professionnelle du patient. Ces troubles, cognitifs, ils peuvent être sous-tendus par des atteintes cérébrales et dans les études, on a un grand nombre de facteurs de risque qui sont identifiés dans l'apparition des troubles cognitifs liés à l'alcool. On a, l'âge, le genre, le niveau scolaire,
les comorbidités psychiatriques, la présence également d'autres consommations ou encore l'histoire familiale également de consommation d'alcool. Pour résumer, on a 4 profils de troubles cognitifs qui peuvent être rencontrés chez les patients avec un trouble lié à l'usage d'alcool. Vous avez le syndrome dysexécutif classique qui va se caractériser par une atteinte des fonctions exécutives avec une conservation de la mémoire et des fonctions intellectuelles. Donc là, on aura notamment des troubles de la planification, des troubles de l'inhibition. Alors, c'est quoi les troubles de l'inhibition? C'est des difficultés à réfréner les automatismes. Des troubles de la flexibilité, c'est-à-dire des difficultés à mettre en place de nouvelles habitudes comportementales essentiellement. Et des troubles de la décision, en particulier des difficultés à se projeter sur le long terme. Le deuxième profil, ça va être le syndrome dysexécutif atypique, qui va se caractériser cette fois toujours par une atteinte des fonctions exécutives, mais également des altérations mnésiques, avec une conservation des fonctions intellectuelles. Alors, les troubles mnésiques vont se concentrer sur des troubles de la mémoire épisodique, donc je vous l'ai dit tout à l'heure, caractérisés par des difficultés à se souvenir des événements récents, des difficultés d'apprentissage, d'encodage, de récupération, en particulier du contexte temporo-spatial, et également souvent des perturbations du système du sentiment d'identité. Le troisième profil, il va se caractériser par des patients qui ont cette fois une altération cognitive globale. Et enfin, le quatrième profil, où là, on n'observe pas de déficit. Alors, cette sévérité des troubles cognitifs, elle est liée à l'âge de la première consommation. C'est un facteur très important. L'âge d'apparition également de la dépendance, donc plus ça arrive tôt, plus les troubles cognitifs vont être sévères. Cette sévérité, elle est liée également à la quantité totale d'alcool qui va être consommée. Également, c'est lié à la sévérité de l'atteinte hépatique causée par ces consommations, à la sévérité des carences nutritionnelles, également la nature de l'alcool consommé qui ressort dans certaines études et le pattern de consommation, en particulier le binge drinking, ce terme donc anglo-saxon qui se traduit en français par API, alcoolisation ponctuelle importante. Donc en gros, c'est une consommation d'alcool dans un temps très court avec une recherche d'ivresse. Que aussi on retrouve parfois appelée intoxication alcoolique aiguë ou encore alcoolisation massive. Et ces troubles cognitifs, en fait, ils vont participer au manque de motivation qu'on observe très souvent chez les patients avec un trouble lié à l'usage d'alcool. Ces troubles cognitifs correspondent à une atteinte sur le plan morphologique et sur le plan fonctionnel. On le retrouve très bien sur les examens de neuroimagerie, avec donc des atteintes au niveau frontal, limbique, diencéphalique et cérébelleux. Et on a également aussi une atrophie de la substance blanche. Quand on est en présence de déficit exécutif, là, toutes les régions de la boucle fronto-cérébelleuse sont touchées. Et les troubles de la mémoire épisodique, quant à eux, ils correspondent à une atteinte du circuit de Papez, donc le circuit schématiquement hippocampe, thalamus et corps mammillaire. Donc, en résumé, l'atteinte des fonctions attentionnelles et exécutives, elles vont se traduire par une altération des capacités de flexibilité mentale et d'inhibition. Or, le maintien de l'arrêt ou de la réduction des consommations, ça implique d'inhiber quotidiennement des scripts surappris de consommation excessive d'alcool en réponse à des stimuli internes, comme par exemple le craving, qui est ce besoin irrépressible de consommer, ou encore à des stimuli externes, comme par exemple toutes les publicités. Et donc, le maintien de l'arrêt ou de la réduction des consommations, ça implique aussi la planification. Il faut que tout cela fonctionne bien en termes de planification, de manipulation en mémoire de travail ou encore de conceptualisation. Et donc, également, les difficultés de cognition sociale, elles empêchent les patients d'évaluer leurs difficultés et de prendre en compte les retours de leur entourage, des soignants.
Quant aux difficultés de gestion émotionnelle, elles vont être associées à une alexithymie, on l'a vu tout à l'heure, cette incapacité à identifier leurs propres émotions et les émotions d'autrui. Alors, il existe un outil de dépistage des troubles neuropsychologiques qui sont liés à l'usage, d'alcool, hein. C'est un instrument, qui va être utilisé en particulier en fin de sevrage, qui est le BARNI, hein, donc Brief Evaluation of Alcohol Related Neuropsychological Impairment, et donc c'est un outil qui est utilisable également par des cliniciens non spécialisés en neuropsychologie, dont la passation dure à peu près entre 20 et 30 minutes. Et puis, en ce qui concerne la consommation d'héroïne, eh bien, elle aussi, elle peut entraîner des atteintes cognitives et essentiellement, ce que l'on retrouve, ce sont des troubles mnésiques. Alors, ces déficits neuropsychologiques, ils sont malheureusement encore largement sous-diagnostiqués. Pourquoi? Parce que le dépistage de la majorité de ces troubles n'est pas détectable par un simple interrogatoire et que nous manquons souvent de neuropsychologues au sein des structures de soins. Et de plus, le patient, il a souvent une anosognosie, c'est-à-dire qu'il n'a pas conscience de ses troubles, de ses difficultés, hein, ce qui renforce la difficulté de dépister ces troubles. Il existe d'autres outils tels que le MoCA, dont la passation dure à peu près 10 minutes. Et ce test donc est normal si le score est supérieur ou égal à 26 sur 30. Pour le MoCA, la période optimale d'évaluation également, forcément, le mieux, c'est à distance des consommations avec un patient qui va recevoir le moins de benzodiazépines possible. Alors, pour s'engager dans une démarche de changement de comportement, quel qu'il soit, les fonctions cognitives, vous l'aurez compris, elles se doivent d'être efficientes. Or, les troubles cognitifs liés aux conduites addictives et en particulier à l'alcool constituent un frein énorme au processus motivationnel. Les patients, ils ont aussi tendance à persévérer sur de fausses croyances. Par exemple, je ne peux pas dormir sans alcool. Et d'un point de vue extérieur, ces patients, ils semblent peu compliants au programme de soins. Mais finalement, c'est souvent lié à l'oubli des rendez-vous, à l'oubli de consignes médicales, à des difficultés à se remémorer leur histoire de consommation, les conséquences négatives pour eux-mêmes et les autres, ou encore des difficultés à évaluer le contexte émotionnel des consommations. La présence de troubles cognitifs, c'est donc un frein à l'accès aux soins, au maintien de l'arrêt ou à la baisse des consommations, et ça va ainsi constituer une vulnérabilité accrue au risque de rechute, au risque de reconsommation. Les répercussions des troubles cognitifs dans le processus de maintien de l'abstention, elles sont nombreuses, hein. Les altérations cognitives, elles diminuent la capacité du patient à s'impliquer dans les TCC, les thérapies cognitives et comportementales. Elles vont être un frein également au passage des premiers stades de changement de comportement, le fameux stade de pré-contemplation, de contemplation et de préparation. Pourquoi? Parce que pour traverser ces stades, il est indispensable pour le patient de se souvenir des conséquences de la consommation d'alcool. Alors le stade de préintention, c'est quoi? C'est quand le sujet consommateur, il n'a pas encore envisagé d'arrêter de consommer. Si à la question: «Envisagez-vous d'arrêter de consommer?» par exemple, soit de l'alcool, de la cocaïne, peu importe, selon la substance. En tout cas, si à cette question, la personne, elle répond «non», c'est que la substance psychoactive, finalement, pour l'instant, elle ne représente pas un problème pour le patient. Et donc là, on dit qu'il en est au stade de préintention. Au stade d'intention, qu'on appelle encore le stade de contemplation, là, le patient, il pense arrêter, mais il est encore ambivalent. Donc, si le patient est ambivalent, en gros, c'est oui et non, hein. Il va dire: «Oui, j'aimerais arrêter de consommer parce que je sens que ça se ressent sur ma santé, mais d'un autre côté, ça me paraît insurmontable en ce moment, consommer de l'alcool m'aide à me détendre», par exemple. Donc là, il en est au stade de l'intention, de la contemplation, et il faut de bonnes ressources cognitives afin, de l'aider à explorer son ambivalence et sa motivation.
L'apprentissage de stratégies également de coping, pour faire face, traduction donc, du terme coping, et bien, cet apprentissage de stratégies de coping, ça nécessite aussi des bonnes capacités d'anticipation de la situation à risque. Également, la mise en place de stratégies d'évitement, va permettre de favoriser l'inhibition du comportement d'alcoolisation. Donc ces fonctions exécutives, elles ont un rôle essentiel dans le maintien de l'abstention et elles sont associées à la motivation au changement. Les altérations du contrôle exécutif, de la mémoire épisodique verbale et de la vitesse de traitement également sont associées dans les études au déficit de jugement des habitudes de consommation. Et d'autres études rapportent que les troubles de la mémoire épisodique, avec, l'altération des capacités d'apprentissage de nouvelles connaissances complexes, vont entraîner des difficultés à intégrer les informations qui sont fournies, par exemple au cours d'ateliers de prévention de reconsommation. Le taux de rechute, il est donc plus élevé chez les sujets qui présentent, des difficultés cognitives marquées. Alors, à l'arrêt des consommations, en particulier de l'alcool, la récupération cognitive complète, elle est longue, en général au moins 1 an, voire plus. Dans un contexte, de troubles liés à l'usage d'alcool, les études ont mis en évidence qu'avec, l'abstention, une récupération spontanée des fonctions cognitives se produit sans l'intervention des techniques de remédiation cognitive, Cependant, cette récupération, elle dépend, du temps, Cela a été confirmé par des études également, d'imagerie. Donc pendant le premier mois d'arrêt, d'abstention, va se produire une récupération spontanée substantielle, en particulier des fonctions attentionnelles et de la mémoire épisodique. Les troubles, exécutifs sont pour leur part plus résistants et ils vont persister à moyen et à long terme. Les études, de neuroimagerie mettent également en évidence, que les anomalies structurales qui sont associées à la consommation chronique d'alcool peuvent se stabiliser, voire disparaître avec une abstention à long terme. On a, des réseaux neuronaux alternatifs qui pourraient être engagés pour compenser les déficits cognitifs, comme par exemple des réseaux, fronto-cérébelleux qui vont compenser les déficits, en mémoire de travail. Alors, cette récupération spontanée, elle pourrait être favorisée par des techniques de réhabilitation cognitive, et psychosociale. En effet, la réversibilité, des troubles cognitifs, vous le savez, elle est, parfois, même fréquemment partielle, des séquelles peuvent persister. Il semblerait même que les troubles cognitifs, ils puissent être présents avant le stade de l'addiction et favoriser le passage à l'addiction. La remédiation cognitive, elle pourrait donc, trouver un intérêt à tous ces stades. Donc la réhabilitation cognitive ou remédiation cognitive, elle a été définie en 2010 par le Cognitive Remediation Experts Workshop comme un, je cite, un entraînement comportemental basé sur des techniques visant à améliorer des processus cognitifs, attention, mémoire, fonction exécutive, cognition sociale ou métacognition, avec pour but un effet durable et généralisable transférable. Fin de la citation. L'objectif premier de la remédiation dans le traitement des addictions, c'est d'améliorer la qualité de vie. C'est toujours notre objectif principal quand on accompagne un patient. Et comment améliorer cette qualité de vie? Eh bien, en améliorant déjà les fonctions exécutives. Les études qui sont menées sur les addictions, elles mettent en évidence depuis plus de 10 ans des altérations du contrôle exécutif, des capacités d'inhibition, des fonctions, je pense que vous l'aurez compris, particulièrement importantes, afin également de contrôler les réponses automatiques et par exemple, bien le comportement de consommation d'alcool face à des stimuli qui favorisent ce comportement. Ainsi, en augmentant le contrôle exécutif, ça permettrait sans doute d'augmenter l'efficacité des accompagnements, comportementaux, dont par exemple les TCC. On a des travaux qui ont mis en évidence l'effet de l'entraînement cognitif chez des patients avec un trouble lié à l'usage d'alcool comme un facteur d'amélioration des performances.
L'efficacité de la remédiation cognitive, elle est ensuite évaluée dans les études, donc au moyen de situations de tests, retests, et donc par une augmentation des scores aux différentes épreuves neuropsychologiques, et également évaluée par l'amélioration de l'acquisition des informations qui sont reçues en prévention de la rechute, de la reconsommation. L'association donc d'un entraînement cognitif à des TCC versus des TCC seuls montre une amélioration de l'attention, de la mémoire de travail, de la mémoire épisodique, des capacités visio-constructives et d'un indice de performance en fait global. Donc cette complémentarité des accompagnements, elle s'exerce aussi sur des éléments non cognitifs comme l'estime de soi ou encore le craving. Le craving, je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est cette envie irrépressible de consommer ou d'exécuter un comportement gratifiant alors qu'on ne le veut pas à ce moment-là. Ça fait partie, c'est un des critères pour définir en fait une addiction dans la classification donc du DSM-5. Donc, de manière générale, les interventions qui vont améliorer le fonctionnement cognitif, elles améliorent également les symptômes et l'adhésion du patient aux soins dès les premières semaines d'abstention. C'est le cas sur la mémoire de travail, l'attention, la mémoire épisodique et semble-t-il pas sur les capacités exécutives. Donc il est donc nécessaire d'intégrer la remédiation cognitive dans un accompagnement qui soit global et à long terme. Des prises en charge peuvent également être proposées de façon complémentaire et par exemple, eh bien, des études montrent que les accompagnements avec la mindfulness, la méditation de pleine conscience, entraînent une augmentation de l'activation du lobe préfrontal et cingulaire antérieur, qui sont les sièges des fonctions attentionnelles, avec donc pour conséquence eh bien, une amélioration de l'attention, de la mémoire de travail et des fonctions exécutives. Et en ce qui concerne l'utilisation de ces techniques dans le domaine, des addictions, eh bien les résultats sont encourageants. Alors pour résumer, eh bien les troubles cognitifs renforcent l'incapacité de contrôle de la consommation d'alcool. Le système est auto-entretenu et finalement, au fur et à mesure que se développent les troubles cognitifs, se développe la sévérité de l'addiction qui est elle-même à l'origine de l'aggravation des troubles cognitifs. La remédiation cognitive, elle semble donc bien avoir toute sa place dans le cadre d'un accompagnement qui soit global et qui soit également au long cours. Alors, la remédiation cognitive, elle s'appuie sur deux approches. On a l'approche restauratrice, c'est-à-dire restaurer les fonctions, qui va consister à utiliser des exercices de complexité croissante qui sont ciblés sur les fonctions cognitives altérées afin de les améliorer. Mémoire, attention, fonction exécutive. Par exemple, les déficits de cognition sociale vont pouvoir être améliorés par un entraînement à la reconnaissance des émotions à partir de photos qui renforcent les habiletés sociales. Quant à l'approche réadaptative ou encore dite palliative, elle consiste plutôt à aider le patient à élaborer des stratégies qui vont lui permettre d'exploiter au mieux les fonctions qui sont préservées avec le développement de fonctions alternatives. Et donc pour cela, eh bien, il existe des modules d'entraînement avec des tâches qui vont impliquer une cascade de processus cognitifs, par exemple aller faire ses courses. Et cette remédiation en général, elle dure de 3 à 6 mois. Alors quels sont les résultats de ces études? En particulier évidemment dans le domaine de l'addictologie, eh bien on a plusieurs programmes de remédiation qui ont mis en évidence qu'elle a une certaine efficacité pour les patients souffrant de troubles cognitifs liés à l'usage d'alcool, notamment sur l'attention soutenue, sur l'inhibition, la mémoire de travail, les capacités de prise de décision, la planification, la flexibilité, la mémoire épisodique ou encore les capacités visio-constructives. Elle agit aussi, je vous l'ai dit tout à l'heure, sur des éléments non cognitifs comme l'amélioration de l'estime de soi ou encore la réduction du craving. Et donc finalement, par l'amélioration des troubles cognitifs, la remédiation cognitive, elle va améliorer l'adhésion au processus de soins. On a des programmes d'entraînement de la mémoire de travail par Internet, des résultats d'études qui ont montré que ces programmes permettent une diminution de la consommation chez des patients avec moins d'impulsions automatiques à consommer.
Les remédiations cognitives informatisées, scientifiquement contrôlées et validées, elles n'en sont encore qu'à leur début, hein, et en particulier dans le domaine de la dictologie. Donc finalement, en conclusion, on peut dire que les effets de la réhabilitation cognitive chez les patients, souffrant d'un trouble lié à l'usage d'alcool, sont encore peu étudiés et elles sont difficiles à cerner. Les données scientifiques actuelles, elles montrent que les interventions à court terme, c'est-à-dire les 6 premiers mois, doivent cibler prioritairement la mémoire de travail et les capacités d'inhibition. Et en termes de bénéfices, en fait, on améliore la capacité à prendre des décisions plus réfléchies et on atténue la sensibilité à la récompense. À long terme, ou quand le déficit cognitif est sévère, la remédiation cognitive, elle devrait cibler plus des mécanismes compensatoires, soit en mettant en place de nouveaux comportements automatiques, soit en mobilisant l'ensemble des fonctions cognitives dans un programme intensif et long, hein, donc au moins 2 ans, et tout cela intégré dans un accompagnement global psychosocial. Quant au choix, on peut se poser la question aussi du choix d'une modalité d'accompagnement individuel ou de groupe, hein. C'est un paramètre également à prendre en compte. Est-ce que des ateliers groupaux de remédiation cognitive pourraient accélérer ou amplifier la récupération cognitive? On a des études, en cours et d'autres études qui sont nécessaires, hein, pour, répondre à cette question. Dans ce contexte, eh ben, je vous propose, quelques éléments de réflexion qui me semblent des leviers afin de favoriser l'implantation, je dirais, plus durable et pérenne de la remédiation cognitive par des solutions numériques. Et les premiers éléments, que je vais évoquer concernent, vous allez voir aussi, la remédiation cognitive en présentiel, hein. En effet, sensibiliser, former les acteurs de la santé au dépistage des troubles cognitifs liés aux conduites addictives, eh bien, c'est favoriser le repérage précoce des troubles cognitifs, puis organiser, si besoin, une évaluation, neurocognitive. Et en ce sens, je pense que la médecine ambulatoire pourrait être au premier plan pour repérer une consommation d'alcool problématique et ses conséquences socio-familiales, professionnelles, qui pourraient d'ailleurs concerner jusqu'à 30 des patients qui sont suivis par le médecin généraliste. Donc sensibiliser à cette question, c'est aussi changer le regard porté sur ces patients. Non, ils ne manquent pas de volonté, ils ne sont pas forcément dans le déni, ils ne peuvent tout simplement pas changer car ils ne disposent plus des moyens, cognitifs nécessaires. Le développement de la télérééducation, cela suppose une égalité des traitements entre les personnes et donc aussi que chacun d'entre eux puisse se servir des outils du numérique et à la fois dispose de la logistique pour le faire, afin de lutter contre le phénomène, d'e-exclusion et d'électronisme. Je pense qu'il est important de créer également un environnement technique à distance qui soit favorable, permettant de réduire les contraintes, liées à d'éventuelles coupures du réseau, une mauvaise qualité audiovisuelle et finalement réfléchir autour de ces contraintes techniques, c'est le reflet d'une réflexion sur le maintien d'une bonne alliance thérapeutique lors de la remédiation cognitive par des solutions numériques. Quand il y a un professionnel qui interagit à distance avec le patient lors de cette remédiation, il va falloir aussi, je pense, rester vigilant à ce que ce moment, ça reste un espace de parole et de soin du patient, à ce qu'il ne soit pas stimulé par son entourage, par exemple, lors de l'intervention. Les sessions à distance ne doivent pas non plus être, à mon sens, plus consommatrices d'énergie cognitive qu'une session en face à face, d'autant plus qu'on accompagne des personnes qui souffrent de déficit cognitif. On a des études en cours, hein, qui sont menées sur des interventions non médicamenteuses menées à distance, donc au domicile du patient, qui montrent des résultats encourageants, prometteurs, avec une plus grande adhésion et observance, une meilleure appropriation des techniques, le sentiment pour les patients d'être acteurs dans leur traitement et donc finalement une efficacité qui semble meilleure dans le respect toujours du contexte écologique du patient. On améliore donc certainement le fonctionnement dans la vie quotidienne en reproduisant des situations écologiques. Et en situation de remédiation, eh bien, la dimension d'implication personnelle et de motivation vont être primordiales. Il faut donc, je pense, privilégier également des activités ludiques, des exercices motivants, revalorisants. Disposer d'un environnement graphique,
interactif qui va activer la motivation du patient à entreprendre une action intentionnelle par des commandes numériques me semble également importante. Ces outils, ils devraient pouvoir également cibler l'ensemble des fonctions cognitives, hein, dont on en a parlé, la cognition sociale et les biais attentionnels. Proposer donc une offre de soins diverses qui répondent aux différents besoins des patients. Et le format informatisé, donc des exercices de remédiation, moi, il me semble particulièrement intéressant car il permet finalement une mise en situation plus dynamique et réaliste des processus cognitifs et la coexistence de buts et la nécessité de les séquentialiser, elles conduisent le patient finalement à aborder des tâches cognitives qui peuvent être de haut niveau. La remédiation cognitive, ça nécessite une prise en compte attentive de la psychologie du patient et de son contexte affectif, familial, professionnel. Avec les méthodes digitales, la remédiation cognitive, elle doit pouvoir rester personnalisée avec un thérapeute qui doit être en capacité d'adapter l'outil aux difficultés, aux besoins du patient, mais également à ses objectifs. Du côté des professionnels, il est important aussi que l'outil soit pratique d'utilisation avec une possibilité d'accès détaillé à la progression du patient tout au long du programme. Et je pense que cette solution de remédiation cognitive par des solutions numériques, ça peut être aussi un moyen aller vers des patients qui sont dans l'incapacité physique ou psychique de se déplacer. Ça apparaît comme une amélioration du service médical rendu. Quel soignant n'a en effet pas été confronté dans ses consultations à des absences répétées de patients qui peuvent pas se déplacer sur le lieu de consultation parce qu'ils sont trop angoissés pour sortir de chez eux, ou encore à cause d'une ambulance qui n'a pas été commandée ou qui tarde à venir. Et cette irrégularité de suivi, on sait qu'elle pourrait entraîner une diminution du bienfait des séances. Et puis d'ailleurs, si la remédiation cognitive, elle a pour but ultime d'aider nos patients à retrouver une autonomie, il me semble indispensable que le cadre thérapeutique que l'on propose aille également dans ce sens. Enfin, je pense que la remédiation cognitive par des solutions numériques, elle s'intègre parfaitement dans une hybridation des pratiques. Le fait que la remédiation cognitive puisse être assistée à distance avec des professionnels qui l'effectuent grâce aux télésoins, ça permet de maintenir cette relation thérapeutique qui est un facteur essentiel de réussite, hein. Bénéficier du feedback du professionnel est indispensable, d'autant plus en remédiation cognitive. Et dans ce télésoin, le critère de distance à l'écran me semble aussi être un moyen de maintenir une communication non verbale, hein, qui est un médiateur d'empathie. Les remédiations cognitives, finalement, qu'elles soient ou non informatisées, elles se construisent sur le maintien du lien entre l'autonomie de décision du patient et sa propre appréciation de la réussite ou de l'échec. Et finalement, c'est là, à mon sens, que se situe la possibilité d'un nouvel apprentissage, d'un vrai changement qui va s'appuyer sur le renforcement de l'estime de soi. Je vous remercie pour votre attention.